Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Louvre. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une visite guidée de l'aile de Non, l'une des sections les plus visitées du musée. Préparez-vous à découvrir des chefs-d'œuvre qui traversent les siècles, de la Grèce antique à l'Empire français. Nous allons plonger ensemble dans l'histoire et explorer des œuvres magistrales qui continuent de captiver des millions de visiteurs chaque année. Nous commençons notre visite avec l'une des pièces maîtresses du Louvre, la Victoire de Samothrace. Cette sculpture, haute de plus de 2 mètres, est l'un des exemples les plus saisissants de l'art hellénistique. Créée vers 200 avant notre ère, elle représente la déesse Niké, incarnation de la victoire, posée sur la proue d'un navire. Observez la posture dynamique de la statue, comme si elle était prête à prendre son envol. Les plis de sa robe semblent flotter au vent, et c'est presque comme si l'on pouvait sentir la brise marine caresser le marbre. Saviez-vous que cette statue a été découverte en morceaux sur l'île de Samothrace, en 1863 ? Elle a été patiemment restaurée ici, et c'est aujourd'hui l'un des symboles du Louvre. Imaginez la voir à son emplacement d'origine, dans un sanctuaire en haut d'une colline, accueillant les marins victorieux. C'est une œuvre qui évoque la puissance, le mouvement, et l'élan vers l'avant, un triomphe figé dans le temps. Je vais maintenant vous laisser quelques instants pour contempler cette statue à votre rythme. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Nous allons maintenant nous diriger vers une salle que tout le monde attend avec impatience, celle de la Joconde, ou Mona Lisa, peinte par Léonard de Vinci. Cette œuvre, sans doute la plus célèbre du monde, attire des millions de visiteurs chaque année. Saviez-vous que la Joconde a inspiré des écrivains, des poètes, et même des cinéastes ? Le sourire énigmatique de Mona Lisa a donné naissance à une multitude d'interprétations. Certains y voient la mélancolie, d'autres un sourire moqueur. Léonard de Vinci a utilisé une technique révolutionnaire pour l'époque, le sfumato. C'est cette méthode qui permet au contour de son visage de se fondre doucement avec l'arrière-plan, créant une illusion de profondeur. Ce tableau a été commandé par un marchand florentin, Francesco del Giocondo, pour représenter son épouse, Lisa Gherardini. Cependant, Léonard n'a jamais livré l'œuvre à son commanditaire et l'a emportée en France, où elle est restée jusqu'à aujourd'hui. En 1911, la Joconde a été volée par un ouvrier italien, Vincenzo Perugia, qui pensait qu'elle appartenait à l'Italie. Il a réussi à la dissimuler pendant 2 ans avant qu'elle ne soit retrouvée à Florence. Ce vol a largement contribué à sa célébrité mondiale. Aujourd'hui, elle est protégée par une vitre pare-balles, mais cela ne l'empêche pas de captiver chaque regard. Vous pouvez profiter du trajet vers la salle suivante pour me poser vos questions si vous en avez, je serai ravie d'y répondre. Passons maintenant à une œuvre spectaculaire et chargée de symbolisme, le Sacre de Napoléon, peint par Jacques-Louis David. Cette toile monumentale mesure près de 10 mètres de long et représente le couronnement de Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1804, à Notre-Dame de Paris. Ce tableau est un véritable manifeste de propagande. Observez Napoléon, debout, couronnant lui-même l'impératrice Joséphine. Ce geste est hautement symbolique, il montre qu'il est le maître de son destin, qui n'a besoin de personne, pas même du pape, pour légitimer son pouvoir. À gauche de la scène, vous verrez des figures importantes de l'époque, y compris les sœurs de Napoléon, habillées en somptueuses robes d'apparat, bien que certaines d'entre elles n'aient pas réellement assisté à la cérémonie. David a pris quelques libertés artistiques pour glorifier l'empereur. Si vous regardez bien, vous verrez également l'autoportrait de David, caché dans la foule, un clin d'œil subtil de l'artiste. Nous nous approchons maintenant d'un autre chef-d'œuvre de la Renaissance italienne, les Noces de Cana, de Véronèse. Ce tableau, qui mesure près de 10 mètres de large, est le plus grand du Louvre. Il représente le banquet des Noces de Cana, où, selon la tradition chrétienne, Jésus aurait transformé l'eau en vin, accomplissant ainsi son premier miracle. La scène est somptueuse, remplie de personnages richement vêtus, et Véronèse y a inséré des éléments anachroniques, comme des musiciens de la Renaissance jouant des instruments contemporains. Observez la richesse des détails, chaque expression, chaque geste raconte une histoire. C'est une œuvre qui respire la joie, la célébration et l'abondance. Prenez un moment pour admirer l'immensité et les détails de cette œuvre magistrale. Si vous avez des questions sur ce tableau ou sur les techniques de Véronèse, n'hésitez pas à les poser. Avant de conclure, parlons un peu de l'histoire du Louvre lui-même. Ce musée, qui abrite plus de 38 000 œuvres d'art,
était autrefois une forteresse médiévale construite par Philippe Auguste au XIIe siècle. Puis, il est devenu résidence royale sous François Ier, qui y a installé ses collections d'art. C'est à la Révolution française que le Louvre est devenu un musée public, offrant à tous la possibilité d'admirer ses trésors. Aujourd'hui, il est le plus grand musée du monde en termes de superficie. Pour terminer, dirigeons-nous vers l'escalier d'Aru, où vous pouvez voir une dernière fois la victoire de Samothrace, illuminée par la lumière naturelle. C'est une image qui reste gravée dans la mémoire de chaque visiteur du Louvre. J'espère que cette visite de Seyttel vous a inspiré et donné envie de découvrir encore davantage les trésors du musée. Suivez-moi maintenant, nous allons continuer notre exploration dans une autre section fascinante du Louvre.